Culture G. Cultivez votre curiosité. Bonjour à tous. L'autre jour, j'ai acheté pour le studio une nouvelle carte micro-SD de stockage. Pour éviter de devoir la vider trop souvent, j'en ai pris une avec 256 Go de capacité. En la tenant dans mes mains, je me suis demandé comment c'était possible qu'on stocke autant de contenu sur une carte aussi microscopique. 256 Go, ça permet de stocker plus de 200 000 livres en format texte. Une bibliothèque municipale en France compte en moyenne 32 000 livres imprimés. Une carte qui fait à peine la taille d'un ongle peut donc stocker l'équivalent de 6 bibliothèques, comme celle de votre quartier ou de votre commune. Je trouve ça hallucinant, et j'ai voulu comprendre comment c'était même possible. J'ai donc creusé le sujet. Déjà, c'est la même technologie dans beaucoup de supports de stockage, notamment la plupart des clés USB, des cartes SD ou encore des disques durs SSD. Cette technologie s'appelle NAND Flash, N-A-N-D Flash. Je vous résume mes découvertes dans cet épisode, et bien sûr, le plus simplement possible. Contrairement aux vieux disques durs qui tournent, un support de stockage NAND Flash n'a pas de pièce mobile. Concrètement, je vous propose de plonger à l'intérieur d'une micro SD sous sa fine coque de plastique. On trouve dedans une grille de cellules microscopiques en silicium, et chaque cellule contient un composant appelé un transistor à grille flottante. Le principe, c'est qu'on emprisonne ou non des électrons, c'est-à-dire des particules de matière, à l'intérieur de cette grille. S'il y a des électrons, c'est un 0, s'il n'y en a pas, c'est un 1. Une donnée informatique, ce n'est que cela, une suite de bits, c'est-à-dire une suite de 0 et de 1 qu'un appareil est capable de décoder pour dire à quoi il signifie. Les données numériques, au bout du compte, ce ne sont que des 0 et des 1. Comme la grille de la carte micro-SD est isolée électriquement, les électrons restent coincés, même quand on éteint l'appareil à laquelle cette carte est connectée. C'est pour cela que les données enregistrées ne s'effacent pas quand la carte n'est plus alimentée électriquement. J'arrive au point qui m'a le plus impressionné. Pour passer de 1 gigaoctet à 256 gigaoctets, sans changer la taille de la carte, les fabricants utilisent 3 techniques principales. D'abord, la miniaturisation. C'est la méthode classique, on fait une gravure plus fine. En réduisant la taille de chaque cellule, on peut en aligner plus sur la même surface de silicium. Aujourd'hui, on grave à des échelles de l'ordre de quelques nanomètres, des milliardièmes de mètres. Et cela permet de stocker beaucoup plus de 0 et de 1, et donc beaucoup plus de données numériques. La deuxième technique, c'est l'empilement 3D, VNAND. Là, je vous propose d'imaginer que la puce est une maison. On peut construire une maison de plein pied, 2D. Mais une fois que le terrain est plein, la seule solution pour agrandir la surface est de construire des étages. On empile alors les couches de cellules les unes sur les autres. Une carte de 256 Go contient littéralement des dizaines d'étages de mémoire empilés verticalement dans l'épaisseur de la carte. Ça reste microscopique, mais ce n'est plus une maison, c'est un gratte-ciel. Enfin, dernière technique, le stockage multiniveau. MLC, TLC, QLC, je ne vais pas rentrer dans le détail, simplement ici, au lieu de dire « il y a des électrons, c'est un 0 » ou « il n'y en a pas, c'est un 1 », on mesure très précisément la quantité d'électrons. En résumé, retenez surtout que la carte de 1 Go et celle de 256 Go ont exactement la même coque en plastique, mais à l'intérieur, la puce de silicium n'est pas du tout la même. Celle de la version 256 Go est un véritable gratte-ciel microscopique contenant des labyrinthes de bureaux, là où la version 1 Go n'est qu'une petite maison avec quelques pièces. C'est d'ailleurs pour ça que l'industrie a mis des années à produire des cartes de grosse capacité, et qu'elles sont encore assez chères. Plus on miniaturise et on empile, plus c'est difficile et donc onéreux de fabriquer sans erreur. Quand même, c'est pas donné. Le stockage multiniveau a un gros inconvénient. Plus on stocke de bits par cellule, plus la lecture et l'écriture sont lentes, et moins la cellule est fiable. En pratique, la vitesse d'une carte se mesure en mégaoctets par seconde, MO/S. Une carte micro-SD grand public tourne généralement autour de 30 à 200 mégaoctets par seconde en lecture et souvent bien moins en écriture. Les classes de vitesse, classe 10, U1, U3, V30, V60, que vous voyez imprimées sur les cartes, sont des garanties minimales de débit. Certains appareils pour fonctionner nécessitent des cartes avec des vitesses minimales. Vous commencez à le comprendre, mais toutes les cartes micro-SD ne se valent pas. À ce propos, il y a aussi le sujet de la durée de vie d'une carte, qui se mesure principalement en cycle d'écriture-effacement. Pour enregistrer une donnée, on doit envoyer une tension électrique pour forcer des électrons à traverser une couche isolante, l'oxyde,
vers la grille flottante. À force de faire passer ces électrons, la couche isolante finit par s'abîmer physiquement. C'est un peu comme un chemin dans l'herbe. À force de marcher dessus, l'herbe se plie. Si on passe trop souvent, elle meurt. Au bout d'un moment, l'isolation est si faible que les électrons s'échappent, la cellule ne peut plus retenir l'information et la carte ne fonctionne donc plus. La durée de vie varie énormément selon la manière dont les données sont stockées à l'intérieur, c'est-à-dire la technique utilisée parmi les 3 dont je vous ai parlé il y a un instant. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que la plupart des cartes grand public sont en TLC. Cela signifie que chaque cellule peut être réécrite environ 1000 à 3000 fois avant de risquer de tomber en panne. Pour un utilisateur lambda, une carte de bonne qualité utilisée fréquemment peut donc durer entre 5 et 10 ans. Honnêtement, c'est du costaud. Mais tout dépend de l'usage. Dans un smartphone ou une console, elle durera très longtemps car on y écrit peu souvent. On installe un jeu et on y joue. On lit plus qu'on écrit. Dans une caméra de vidéosurveillance, en revanche, une carte peut s'arrêter en quelques mois parce que la caméra enregistre en boucle, efface et recommence 24 heures sur 24. Il n'y a rien qui dégrade plus un stockage NAND flash que ce comportement. Sur une caméra de vidéosurveillance, il faut donc idéalement mettre une carte conçue pour l'endurance. Ces cartes utilisent habituellement de la mémoire MLC qui est plus robuste. Je suis tombé sur une info assez incroyable que je vous invite à retenir. Quand une carte microSD est très fatiguée, elle se met souvent en lecture seule. On ne peut plus écrire, mais on peut encore lire le contenu. Si cela se produit, ne forcez pas pour écrire dessus et sauvegardez vos fichiers sur un autre support. Dernière petite astuce, évitez de remplir la carte à 100%. Le contrôleur de la carte a besoin d'un peu d'espace vide pour déplacer les données et équilibrer l'usure des cellules. C'est ce qu'on appelle le wear leveling. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je profite de la conclusion pour vous faire une petite mise en garde. Pour tous les supports de stockage NAND flash, il y a sur Internet énormément de produits de qualité médiocre, de contrefaçon. Et sur un site de vente, ce qui peut sembler être une bonne affaire, peut vite s'avérer à l'usage être une arnaque, avec une clé par exemple de 256 Go qui n'accepte rien au-dessus de 2 Go. Pour éviter cela, privilégiez les marques reconnues et les produits avec de nombreux avis clients. À très vite dans Culture G.